Yves Berthelon, ben, je vous passe le micro et vous avez des slides. Et puis ensuite, on se retrouvera derrière. On va monter l'écran pour être dans la formule table ronde. Merci. Alors, je vais déjà me présenter. Je m'appelle Berthelon Yves, je suis directeur d'un établissement qui est un foyer d'hébergement et je suis responsable de la résidence accueil de Saint-Apollinaire. Alors, je tenais à préciser tout d'abord que je ne dirai rien de définitif. Nous allons rester humbles. Nous avons 8 mois simplement de fonctionnement. Donc, je vais vous faire part un petit peu déjà de la question de l'organisation et puis de quelques enseignements bien modestes qu'on peut tirer au bout de 8 mois. Voilà. Alors, tout d'abord, préciser que cette résidence est née à l'initiative de l'UNAFAM et d'Espérance 21 et que le gestionnaire qui a été désigné, c'est la Mutualité Française Bourguignonne, en l'occurrence nous. La main bien en haut du micro. Non, en haut, voilà. Il ne faut jamais cacher cette partie-là où il y a l'antenne. Très bien. Voilà. Alors, tout d'abord, expliquer un petit peu, ça avait été évoqué par la personne de l'UNAFAM, un petit peu l'origine des résidences accueil. C'est donc, c'est un décret qui fondait la résidence accueil, ça date de 2006. C'était une mise en place expérimentale. Alors, le triptyque, ce qui est très important, c'est, alors on a parlé de transdisciplinarité, de faire institution, etc. Je trouve que c'était vraiment important et intéressant. Ça vient d'une convention tripartite qui implique un CHS, en l'occurrence la Chartreuse, mais aussi bien évidemment le CHU, un SAVS ou un SAMSA. Donc on travaille pour l'instant avec le SAMSA du Trait d'Union, qui est rattaché à la Chartreuse. On a une convention avec eux. Et un organisme gestionnaire, en l'occurrence la Mutualité Française Bourguignonne. C'est un dispositif de logement adapté, donc financé par la cohésion sociale. Donc ça avait été évoqué, 16 € par jour et par personne. L'implantation s'est faite sur la commune de Saint-Apollinaire. C'était pas pour le travail qu'a pu faire l'UNAFAM et Espérance, c'était pas un mince travail parce que accepter l'implantation d'une résidence accueil sur sa commune, c'était pas forcément évident et la commune de Saint-Apo a été très bien et accueilli favorablement, je notais ce projet. Donc je rappelle l'association Espérance et la première pierre le 7 octobre. Voilà, donc vous voyez, tout est très récent. L'origine du projet, réflexion concernant le sort des personnes porteuses de handicap psychique. Alors, dans la définition, petite anecdote, on parlait de handicap psychique sévère. Quand on a travaillé sur le règlement de fonctionnement et sur le projet social, ce qui rend compte le projet d'établissement, mais comme c'est une structure, on va parler de projet social, les résidents nous ont fait la remarque en disant c'est peut-être un petit peu raide de parler de handicap psychique sévère, et on trouvait que il y a le langage administratif et il y a la vie quotidienne, et on trouvait que c'était très très vrai. Voilà, c'est un petit détour, mais je pense que, oui, les mots ont un sens. Hein. Complètement. Et dans l'esprit, c'est effectivement très important. Situation de grande vulnérabilité, oui. Éviter que les personnes s'enferment dans un processus d'exclusion, oui. Sur le principe, un hébergement de droit commun. À mi-chemin entre le droit commun, alors quand je parle de droit commun, on parle d'un appartement, des personnes qui vivraient en appartement en ville simplement. Et un accueil en établissement médico-social. Donc, on est bien sur une formule hybride. Alors, je fais un petit détour qui a des inconvénients, peut-être sur la question du financement, mais qui a certainement pas mal d'avantages sur la question de l'esprit qui doit être prévaloir dans cette structure. Alors, nous qui venons des établissements médico-sociaux, qui avons une formation, ça implique qu'il faut changer un petit peu de logiciel de pensée, mais c'est assez intéressant. C'est en ça que c'est intéressant. Voilà, alors, l'historique, la mise en place s'est faite en collaboration avec les invités au festin qui nous ont apporté leur soutien logistique. Ça avait été évoqué. C'est la psychiatrie citoyenne qui a été formalisée par Madame Besançon, donc notamment effectivement à Besançon, où il y a deux résidences accueil. Donc on a pu effectivement travailler avec eux sur la modélisation. Je notais, ils ont une expérience reconnue, ça a été évoqué. L'association Espérance 21, bien évidemment, puisqu'on a travaillé avec eux sur tout ce qui concernait l'admission, sur la question des bénévoles, et le bailleur social Véléo, puisque c'est lui qui était à l'ouvrage sur la construction. Les premières admissions, décembre 2017. Petit détail, par rapport à ce qui avait été évoqué en termes de besoins, je vous avoue qu'on a été un petit peu surpris, parce que les besoins n'ont pas été immédiatement, ne sont pas apparus immédiatement.
Donc il y a eu un petit temps de montée en charge, mais je pense que c'était aussi, je relève un petit peu les propos de Madame de l'UNAFAM, je pense qu'il y avait aussi un petit peu d'appréhension. Est-ce que c'est un établissement? Est-ce que c'est des logements? Donc voilà, mais au mois de mars, la montée en charge était faite. Alors, on relève bien d'une orientation du SIAO, pas de la MDPH, mais bien du SIAO. Donc sur le dispositif de l'exclusion. Donc on a créé, par contre, on a pu travailler avec le SIAO sur la création d'une commission un petit peu spécifique pour la montée en charge de cette structure. Participation des résidents dans l'élaboration du projet, ça aussi c'était intéressant, c'est qu'avant même l'ouverture, on a pu créer des réunions de réflexion avec les personnes, un premier noyau, on va dire les 10 premières personnes, pour réfléchir autour du règlement de fonctionnement. C'est l'intention, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être angélique. L'expression, la prise de parole, c'était compliqué, mais c'était important d'emblée de pouvoir associer ces personnes autour de cette question. On a pu aussi, avec le soutien des IAF, leur permettre de faire un stage en résidence, donc sur Besançon, de manière à ce qu'elles se rendent bien compte de qu'est-ce que c'est que vivre en résidence. Et puis nous, ça nous servait aussi de voir s'il y avait compatibilité. Alors, la disposition de la résidence, c'est 20 appartements, des lieux collectifs et un bureau, une chambre de veille. Je reviendrai un petit peu sur la question de la chambre de veille, puisque ça impliquait la question du veilleur. Voilà un petit peu sur la disposition géographique. La question de l'admission c'est faite. Alors, ça colle. Donc, commission SIAO. Et puis après, nous, on avait notre mot à dire par l'entretien avec un psychiatre. Et puis, validation par la direction de la résidence des personnes. Ce que je veux dire par là, c'est que, au-delà de mettre en place une procédure d'admission, un des enseignements qu'on a tirés au bout de 8 mois, c'était quand même la question de créer un équilibre et créer un climat social. Et c'est pas la moindre des tâches, puisqu'on est bien sur du logement individuel, mais avec beaucoup de partage de moments communs. Et c'est vrai que la recherche de l'équilibre, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, cette procédure d'admission, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle a quand même l'avantage d'exister. Alors, je vous passe, vous pourrez regarder les critères d'admission, personnes adhérant au projet, dimension vie collective, personnes relativement autonomes, on met relativement parce qu'il faut vraiment parler de relativité, dans les principaux actes de la vie, un suivi médical régulier, très important. Je pense que le principe de la convention, dans la mesure où elle peut s'appliquer, où elle s'applique, c'est effectivement intéressant qu'il y ait ce référent médical. La volonté d'Espérance et d'UNAFAM, c'était vraiment que ces structures ne soient pas médicalisées. Par contre, dans le cadre des partenariats, c'est évident qu'avoir un garant médical pour les personnes, pour leur projet, c'est essentiel. Ne souffre pas d'addiction. C'est une déclaration d'intention. À un certain niveau, oui, tout à fait. Et non pas à un niveau certain. Alors je vois que tout le monde rit, mais c'est vrai que quand je reparle sur la question de l'équilibre, c'est vraiment quelque chose d'assez essentiel, mais on ne se fait pas d'illusions non plus. Qu'elles acceptent la mise en place d'un projet de vie, et en sont les actrices engagées. Le principe des résidents dans les textes, c'est que les personnes qui viennent peuvent finalement rester toute leur vie au sein de la résidence. C'est vraiment la question du maintien à domicile dans des conditions décentes, etc. Nous, très vite, on a longtemps échangé avec Espérance, avec l'UNAFAM, avec les IAF, et on a quand même pris la position, moi j'y tenais absolument, c'était quand même qu'il existe une dynamique, et que le principe de nous vieillirons ensemble ne peut pas être le postulat qui soit là. Donc ça veut dire qu'on a des personnes, puisque ça va de 23 ans, je crois à 62 ans, 63 ans, on a des personnes qui ont des parcours de vie très chaotiques, donc bien évidemment qui finiront leur vie certainement à la résidence, mais on a aussi des jeunes de 23, 24, 25 ans, 30 ans, avec qui peut-être, alors c'est un idéal, on est des néophytes, on n'est pas hyper pointus sur cette question-là, mais avec qui on peut penser à un moment donné peut-être une reprise d'activité. Je ne parle pas d'emploi, on est très très loin de ça, mais au moins une reprise d'activité et voir comment les choses peuvent évoluer. L'autre point essentiel, c'est cette dynamique, c'est
que peut-être certains d'entre eux, vous voyez, je mets tous les bémols, pourront à nouveau, à un moment donné, réaborder le fait de vivre dans un appartement ordinaire, sans accompagnement, voilà. Donc, il faut vivre un petit peu d'utopie. Je crois que c'est le fond d'écran de ce qu'on essaye de mettre en place. Sinon, le risque, c'est effectivement, à un moment donné, de tourner un petit peu sur nous-mêmes sans qu'il y ait... Et c'est important pour l'équipe qu'il y ait cette dynamique. Voilà. Il y a un élément quand même qui est important. Vous dites mise en place d'un projet de vie et faire d'eux les acteurs. Complètement. Alors, il y a deux choses. C'est qu'on a bien évidemment la question des temps collectifs, puisque c'est important. Il y a les savoir-être, les savoir-faire, mais on a beaucoup insisté sur la notion de projet de vie. Ça veut dire qu'effectivement, on pratique la visite à domicile, même si c'est sur la même structure, de manière à bien individualiser les choses et de pouvoir, aussi petit soit-il, il n'y a pas de petit ni de grand projet, pouvoir aider les personnes à être actrices justement de leur projet. Donc encore faut-il que ce projet puisse être écrit, rédigé, suivi. C'est vraiment formalisé et partagé dans la mesure du possible. Alors c'est toute une mise en route. Voilà, un stage alors, pour l'instant pour des raisons économiques. On a 20 appartements, les 20 appartements sont occupés, mais on mettra à disposition un appartement pour que des personnes puissent effectivement tester, faire ce stage, et puis à l'issue, qu'on puisse ensemble faire un bilan. Est-ce que c'est jouable ou est-ce que ça l'est pas? Voilà, rapidement un petit peu sur les critères d'admission. On pourra en parler très très longtemps, mais voilà. La mise en place d'une convention. Alors sur la question des loyers, enfin, qu'est-ce que c'est qu'un logement ordinaire? Nous, donc, on met à disposition logement sur la base d'une organisation de type logement foyer, résidence sociale, maison relève, mise en place d'une convention d'occupation entre le gestionnaire et l'occupant, qui ne constitue pas un bail. C'est une des particularités de la résidence. Enfin, considérons que c'est le loyer que la personne doit régler pour intégrer au règlement de fonctionnement. L'organisation de type collectif, donc en la partie individuelle, vous avez bien compris, et les temps collectifs. L'adhésion à la participation des résidents à ce mode de vie, ainsi qu'au règlement de fonctionnement, travailler ensemble, révisable. On a une réunion chaque semaine pour que la parole advienne, parce que je vais être très modeste, que chaque résident puisse faire part à un moment donné de ses constats, de ses observations, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Ce qui veut dire qu'automatiquement, puisqu'on n'est pas dans le cadre de la loi 2002, c'est des choses qui peuvent être amendées, j'allais dire, tous les mois, voilà, tout à fait. Et cet échange-là est très intéressant. 8 mois, des personnes commencent à prendre la parole. Ça veut dire qu'elles commencent à se sentir chez elles. Elles habitent. Donc c'est un point qui est essentiel. Nécessaire que la résidence maintienne son intervention vers le public correspondant à sa vocation et puisse proposer le cas échéant une réorientation. Oui, il y a des choses, ça peut fonctionner à un moment donné. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait une personne, par exemple, qui clairement avait compris le principe de loger, mais pas trop le principe d'habiter la résidence. C'est-à-dire que, clairement, c'était un appartement, mais tout ce qui était la mission première de la résidence, il n'y avait pas d'adhésion autour de ce projet. Voilà. Bien évidemment, intervient un cas de révision du projet d'accompagnement. Alors, on s'applique bien évidemment, dans le cadre du partenariat, à travailler, qui avec un SAVS, avec un SAMSA, avec le SIAO, pour voir comment la réorientation peut s'effectuer. Les familles, les assistantes sociales, etc. Les personnes qui intègrent la résidence bénéficient d'un soutien à minima prodigué par 2 professionnels, un service civique. On a aussi un stagiaire RTS maintenant de Paris, mais je pense qu'on va trouver sur Dijon. Sur la structure, ainsi qu'une veille de nuit. Donc là, petit détour. La veille de nuit, on a fonctionné sur la base des PCH mutualisés, puisque dans le cahier des charges, il y avait une veille de nuit, mais on n'avait pas le financement. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé avec la MDPH, et c'était assez intéressant. Donc on a pu avoir une PCH mutualisée qui a permis de déléguer ce travail à un service d'aide humaine. Et il y a donc des veilleurs de nuit qui travaillent dans la résidence. Alors, ceci n'est pas figé, puisque le but, c'est quand même que les personnes acquièrent le maximum d'autonomie individuelle et collective. Ça veut dire qu'il se peut qu'à un moment donné, on a un peu le retour des IAF, la veille de nuit ne soit pas utile. On a, en 8 mois, les interventions sont très minimes, très très minimes. Voilà. Quoi d'autre? L'admission, c'est vu. Les missions. Alors,
l'ouverture sur l'extérieur. Alors ça c'était important parce que le but de la résidence, c'est on travaille avec des bénévoles qui proposent des activités, mais ce qui est vraiment recherché, c'est le fait que les personnes puissent aller vers l'extérieur. C'est toujours ça veut dire que c'est pas immédiat, ça se fait pour certains, pas pour d'autres. Donc aller vers l'extérieur, c'est aller vers des GEM, aller vers des activités de loisirs sur la commune de Saint-Apollinaire. Donc il y a eu tout un travail de maillage avec la commune de Saint-Apollinaire, avec l'agglomération aussi sur Dijon. Donc c'est pouvoir faire des liens. Le but c'est pareil, c'est de pas avoir toutes les ressources en interne, mais c'est bien avec un manque de ressources de pouvoir amener les personnes vers l'extérieur. C'est assez essentiel. Ça relève aussi effectivement du fait de ne pas rester simplement entre nous. Voilà, j'avais relevé l'entrée dans la résidence ne relève pas d'une orientation prononcée par la CDAPH. Les personnes accueillies peuvent bénéficier dans le cadre du droit commun d'une PCH, donc on a une PCH mutualisée pour les veilles de nuit, mais les personnes bien évidemment peuvent bénéficier individuellement, ce qui est la base même de la PCH, d'une PCH individualisée. La veille de nuit, donc j'en ai parlé. Voilà, alors 8 mois de fonctionnement. On a essayé déjà de tirer quelques enseignements, donc je vais vous les livrer bien modestement. Un soulagement quasi unanime des personnes lors de leur entrée dans la structure au regard de leur situation précédente. Il y a eu un effet, il y a eu un effet assez, oui. Il y a eu un effet assez apaisant. Tout de suite, tout le monde nous a dit, on se sent bien. Par contre, au bout de 8 mois, on se rend compte que peut-être, et ça je reviens sur l'aspect dynamique, peut-être que l'effet de grâce étant passé, il faut peut-être dans le cadre des projets individuels qu'on reparte, c'est un vrai débat sur comment permettre à ces personnes d'aller vers l'activité. Voilà. Sinon, le risque, c'est qu'effectivement, se fasse un peu de stand-by. Des aides très vite ciblées sur un travail autour de la restructuration du temps. Alors là aussi, très, très importante. Ça veut dire que on s'est très vite rendu compte que le lever du matin, c'est midi. Le repas, ça peut être aléatoire. Et le travail sur la restructuration du temps, c'est important. Donc, c'est pareil, pour des expériences des IAF, on a mis en place des choses du type, c'est indispensable que les autres qui travaillent dans la structure, tous les matins voient les personnes, c'est-à-dire qu'il y a un petit déjeuner échelonné, de manière à ce qu'on puisse, dès le matin, voir la personne, lui faire prendre des habitudes aussi de se lever. Il y a une personne qui prépare, et puis chaque personne, on les voit tous les matins. Alors, ça aussi, c'est un idéal, ça veut quand même dire qu'il faut passer, repasser, que les habitudes s'instaurent. Il y a un ensemble de tâches communes, qui sont l'entretien des communs, bien évidemment l'entretien de l'appartement, sur lequel il faut être vigilant. On revenait sur la question de l'incurie. Donc des tâches communes qui sont effectivement aussi pour acquérir un certain nombre de savoir-faire, tout bêtement, mais aussi de savoir-être. C'est comment, solidairement, on peut effectivement rendre son lieu de vie le plus agréable et le plus décent possible. Des préparations de repas. Alors, préparation de repas, qui veut dire faire les courses, préparer le repas, mettre la table, débarrasser, faire la vaisselle, enfin tous ces petits gestes qui semblent et qui parfois nous semblent tellement évidents mais qui ne le sont pas. Donc c'est vraiment le travail des autres là-dessus, il est assez essentiel. C'est pour ça que 2 hôtes, 20 personnes, on s'est très vite rendu compte aussi que le fait de pouvoir mener des projets de vie, la nécessité d'avoir en collaboration un SAVS ou un SAMSA. Sinon ça veut dire que les 2 personnes doivent à la fois gérer la vie collective, les exigences, les engagements, le collectif et l'individuel. Voilà, c'est vraiment importance de la procédure pour l'admission de façon à garantir une certaine sécurité à des personnes qui peuvent être très vite angoissées. On l'a vu effectivement quand on parlait d'équilibre. Oui, c'est un exercice un peu périlleux. Puisqu'on est évidemment dans l'écoute, dans le dialogue, mais qu'à un moment donné, effectivement, quand on sent qu'il y a des personnes qui sont... Les autres colocataires, je dirais, sont un peu mis en péril, ça demande parfois, bon, c'est pas arrivé, ça demande parfois d'avoir des décisions un petit peu, comment dirais-je, décidées. Voilà. Une solidarité naissante entre les résidents, qui doit être un des piliers de fonctionnement. Moi, je dis toujours, moins l'équipe travaillera, mieux ce sera. Alors là, on est dans des horizons, mais le but, c'est vraiment, vous voyez, sur le principe des réunions, sur le principe des échanges, sur le principe des tâches communes, des activités communes, c'est que vraiment ce lieu de vie devienne le leur. Alors c'est pareil,
idéal, utopie. L'avenir nous dira, mais c'est vraiment, ce qui est important, c'est d'emblée de pouvoir travailler dans cet esprit-là. Et puis oui, de sortir un peu de nos logiciels et de passer un peu la main. Et moi, le premier, passer un petit peu la main et de se dire, ça peut aussi fonctionner sans qu'on soit toujours présent, toujours là. Un travail sur la question de l'autorégulation, donc c'est ce dont je vous parlais. Importance de l'alternance des temps individuels et des temps collectifs. Voilà, il faut trouver cet équilibre. On a des personnes qui, vous le savez, tendance à s'isoler. C'est-à-dire que c'est des personnes qu'il faut aller chercher, il faut les faire participer. Vous avez aussi à l'inverse, il y en a peu, mais ça existe, des personnes qui sont tout le temps dans le collectif et qui ont beaucoup de mal à habiter leur appartement et à se retrouver seuls. Tout à fait. Donc c'est vraiment dans cet équilibre-là. Importance de travailler selon le principe du projet individualisé. Ça, c'est de l'héritage GBSMS, mais on y croit, et moi j'y crois fortement, même s'il n'y a pas d'obligation, je notais, pour aider la personne à bien visualiser son parcours. Très important de remettre le parcours de la personne à la personne. Sinon, effectivement, on n'est pas, quoi qu'on en dise, dans une situation d'acteur, mais plutôt dans une situation de, oui, je veux dire, des fois de consommateur ou de subir les choses. Donc, ce projet, ça permet une relation duelle de proximité, ça permet un échange, de développer la relation, et puis de voir quelles actions peuvent être engagées. Importance des partenaires, alors là on revient là-dessus, mais je vous ai déjà expliqué, sur la question de la vie sociale, professionnelle, alors là il faut qu'on commence à tisser, on commence à le tisser un petit peu, sur les liens qu'on peut faire avec, alors à la mutualité, l'intérêt c'est qu'on peut mutualiser beaucoup de choses, il y a des structures de travail protégées, il y a des possibilités de stage, parce que ce que j'oubliais de dire, l'adossement d'une résidence comme ça à une entreprise comme la mutualité, c'est quand même assez intéressant. Sur la question, sans faire de sectarisme, mais sur l'importance des structures de travail, des structures d'aide humaine, ça peut effectivement favoriser, ça devrait favoriser ces passerelles, c'est vraiment important. Les loisirs, bien sûr, et le suivi médical. Suivi médical, pareil, vie de Saint-Apo, les premiers retours qui nous sont faits, tout le monde est content, même économiquement, parce qu'il y a une petite surface commerciale qui dit, depuis votre arrivée, mon chiffre d'affaires a progressé. Ça paraît amusant, mais en attendant, c'est un vrai signe d'inclusion pour le coup. Donc, pourvu que ça dure, voilà, c'est... Ça renforce l'acceptabilité complètement. Sociale. Complètement. Cabinet d'infirmiers du secteur, donc voilà, c'est des éléments qui sont importants. Et de la communication, je note à tisser, c'est ce que vous expliquez. Être vigilant, acceptation par le voisinage et plus généralement la commune de la présence de la résidence au cœur du village. Quelques chicaneries de voisinage, c'est pas bien méchant, on rencontre, on se déplace. On a fait, John Sulman qui est là a fait soirée compte, on a invité les gens du quartier, ceux qui voulaient venir. On va faire des actions communes, voilà. Et pour le moment, la veille de nuit, c'était un élément important parce que ça apportait comme une réassurance autour en disant la nuit, il y a quelqu'un qui est dans la résidence. Voilà, oui, la néophobie, enfin des choses un peu comme ça. Voilà un petit peu les enseignements. J'insiste bien modestement. Nous, ce qui nous fait plaisir, c'est de voir que très largement, les résidents sont plutôt bien, le disent, ce qui n'évite pas, bien évidemment, vous le savez, des moments où il peut y avoir un petit peu des pointes conflits. Mais globalement, on a déjà vu des transformations. Donc c'était bien des objectifs qui étaient de dire peut-être un peu moins de traitement, j'entends médicamenteux, et un peu plus de partage de vie sociale et de solidarité. Et sur ces aspects-là, on sent qu'il y a déjà un net progrès. Ouais. Alors, Champs-Moll Habitat, c'est une association, loi 1901, qui a comme vocation d'aider les personnes à trouver un logement. Donc, c'est une association qui gère 80 logements, appartements, T1, T2, pour des personnes qui sont suivies par l'hôpital, par des praticiens hospitaliers ou autres, mais en tout cas qui sont passés par l'hôpital, qui gère également 2 foyers de vie. Un foyer qui correspond à une population jeune,
où le médecin référent est le docteur Juliette Martin, qui travaille sur les psychoses débutantes, qui permet de faire des projets avec ces jeunes, de les aider à travailler leurs difficultés pour que la chronicisation ne fasse pas trop de dégâts, puisque on sait que les pathologies au long cours ont tendance à laisser des séquelles et des troubles cognitifs. Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler sur toutes ces difficultés pour que les jeunes puissent continuer leurs études, trouver du travail. Donc c'est un foyer qui accueille 15 jeunes dans cette situation. Et un autre foyer qui, jusqu'à présent, avait 20 places, qui était destiné plus à des personnes au long cours et dont on réévalue le projet actuellement. On va diminuer le nombre d'accueillis et revoir aussi l'accueil, le profil des personnes accueillies, les projets de ces personnes accueillies. Et parallèlement, donc on a, avec le docteur Miret, puisque c'est lui qui avait eu l'initiative de cette idée de résidence accompagnée à Longwy. Donc pourquoi cette résidence accompagnée ? Parce que les besoins, on l'a vu, je veux dire, avec tous les intervenants, les besoins sont là. On sait que les gens qui souffrent de troubles psychiques ont des difficultés dans la vie de tous les jours, dans l'apprentissage social, et qu'ils ont du mal à entreprendre, et que tout ça, dans les actes de la vie quotidienne, les empêche d'être bien dans un appartement et de trouver parfois des appartements. C'est parfois à double tranchant, parce qu'ils ont des troubles psychiques, qu'ils ne travaillent pas, qu'ils n'ont qu'une allocation adulte handicapé, ils ne peuvent pas trouver un appartement correct et décent. Et parfois, parce que les troubles psychiques... Il y a une spirale négative, là, qui se met en place éventuellement. Oui, voilà. Et parce que parfois, je veux dire, les troubles psychiques vont entraîner des troubles du comportement qui vont créer des problèmes de voisinage, etc. Donc, on est tous, je pense, aussi bien dans le médico-social que nous, en psychiatrie, confrontés à ces difficultés, et les familles également. On s'est dit que plus on élargissait le panel d'offres, pour que les personnes puissent être logées dans des conditions correctes, accompagnées correctement, et plus les personnes souffrant de troubles psychiques pourraient bénéficier d'une proposition de logement adapté à leur état. Ça, c'est l'idée de départ. Voilà. Et alors, comment vous l'avez concrétisé ? Alors, il y a eu plusieurs opportunités. Déjà, il y avait un fort projet de partenariat, aussi bien avec le médico-social, avec l'IRTES, avec le CLSM de Longwy, et puis une opportunité de bien. Il y avait des logements qui étaient disponibles au-dessus du CMP de Longwy, de manière récurrente, et ça faisait plusieurs années que le docteur Miret voyait ces logements et se disait tiens, on pourrait en faire quelque chose, c'est la possibilité à proximité du CMP de faire quelque chose. Et puis ça se faisait pas, etc. Et puis ça s'est concrétisé avec le conseil local de santé mentale, parce que la ville de Longwy était très engagée dans ce partenariat, dans l'inclusion justement des personnes handicapées psychiques dans la ville, dans la cité. Et elle a vraiment, le CLSM a participé beaucoup à la construction du projet, à la recherche de financement, à l'écriture, aux recherches de partenaires, etc. Et je crois que c'est un travail qu'il faisait auparavant déjà avec les patients qui étaient suivis au CMP. Voilà, donc les partenariats, donc on a vu qu'il y avait la ville de Longwy qui était très engagée, et puis on a eu aussi l'IRTES,
avec qui il y a eu un travail avec le Conseil local de santé mentale pour qu'on puisse bénéficier d'étudiants qui fassent des stages longs et qui contribuent un peu à la construction du projet, à la construction de la vie sociale des personnes. Et puis, pour finir, le projet, il est porté par Champmol Habitat, l'association, puisqu'il fallait une association qui loue ces logements et qui les sous-loue après aux résidents. Donc c'est le rôle de l'association qui, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, a 80 appartements, 2 foyers, et ça paraissait naturel qu'on porte également un ce prolongement projet-là. de son activité. Voilà, qu'on porte ce projet-là. Alors le projet, réellement, concrètement, il a commencé en juillet 2017. Donc vous voyez, c'est très récent. On n'a pas un recul important. Oui. À peine plus que Oui, la résidence un peu plus d'un accueil. an. Mais c'est voilà, et on propose 9 logements indépendants, des logements qui vont du studio de 20 mètres carrés au T2 de 40 mètres carrés. Alors pour bénéficier de ce projet, les personnes doivent payer le loyer qu'on a négocié, qui sont des loyers assez bas, mais aussi participent aux charges, comme tous les locataires, mais aussi à l'accompagnement, parce que au moment de construire le projet, on avait fait des demandes et on souhaitait aussi avoir un financement de résidence accueil que malheureusement on n'a pas eu. Donc pour financer l'accompagnement, on a été obligé de faire participer les locataires voilà, à cet accompagnement. Donc ces frais d'accompagnement sont d'environ 160 €, mais comme les loyers sont assez bas, le loyer total, charges comprises, évolue entre 348 € et 430 €, ce qui reste raisonnable. Le bâtiment donc est situé au-dessus du CMP de Longwy. Donc ça, c'était quand même un gros atout. Il est au cœur de la ville, il est à proximité du tram. Il y a toutes les structures sociales de la ville qui sont à disposition des locataires. Et on a gardé un appartement, un T3, qui sert un petit peu de base pour les activités. Les moments communs. Les moments en commun, la vie collective. Dont Jean-Pierre vous parlera dans quelques instants. Donc les personnes qui peuvent accéder à ces logements sont des personnes qui souffrent de troubles psychiques, mais qui sont rétablies ou en voie de rétablissement, qui n'ont pas de troubles majeurs du comportement, puisque c'est un accompagnement assez léger, où on a prévu une maîtresse de maison qui est là la journée, et un temps éducatif. Initialement, c'était quelqu'un de l'association, un travailleur social de l'association qui s'en occupait, mais on était amené à revoir un peu, comme disait Madame tout à l'heure, les bonnes pratiques. Oui, on est pour les bonnes pratiques, mais en même temps, on pense bien fonctionner, et puis on se rend compte qu'on peut mieux fonctionner encore en révisant notre organisation. Donc, actuellement, on a un éducateur qui travaille à 20%, qui est chargé de l'encadrement des stagiaires éducateurs, à 30%, oui, 30%, pardon, et qui est chargé de l'encadrement et du projet de suivi social des résidents, qui travaille en même temps sur le CMP de Longwy, donc ça crée du lien, parce que beaucoup de ces patients ont choisi, ils avaient le choix entre être suivis par un médecin libéral, par un médecin du CMP de Longwy ou par leur psychiatre de secteur habituel, mais quand c'était trop éloigné, c'était bien plus facile pour eux de choisir d'être suivis à Longwy. Donc c'est très bien que cet éducateur travaille à la fois sur les résidences accompagnées et sur le CMP, parce que le lien est là.
Et l'équipe, maintenant, est gérée par Jean-Pierre, donc qui est cadre en même temps à Longwy. Donc voilà, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens. Donc, parce que l'idée originelle du projet, on le retrouve, c'est vraiment la coordination de la prise en charge sanitaire et médico-sociale avec les étudiants de l'IRTES, du personnel éducatif qui pense projet de vie des personnes et la prise en charge sanitaire par le CMP. Je pense que voilà, je peux laisser la parole à Jean-Pierre pour tout ce qui est suivi dans l'appartement, les activités mises en place, les conditions d'admission. Voilà, parce que déjà, comment procédez-vous pour retenir les futurs résidents? Comment ça s'est passé? Alors, ils doivent remplir un dossier où il est joint un questionnaire à destination du médecin. Donc ça, c'est le médecin qui va donner un petit peu les indications. Il y a un questionnaire donc ça parle là, oui, de la symptomatologie et de la gestion du quotidien, les capacités à gérer le quotidien. Il y a un formulaire à remplir par le postulant résident également. Donc c'est co-construit, oui. La grille est co-remplie, quoi. Voilà. Enfin, lui a sa grille. Oui, c'est ça. Voilà, oui. Le dossier est co-construit. Ensuite, on réunit une commission d'admission qui est composée du médecin référent du CMP de Longwy, d'une infirmière de l'équipe, d'une personne de la mairie, des services sociaux, soit la directrice du CCAS, soit une de ses collaboratrices, et moi-même. Voilà. À savoir que pour l'instant, c'est quasiment plein. Et vous avez eu beaucoup de demandes par rapport à votre capacité d'accueil? Oui, plus que de capacité, oui. Donc ça répondait à un vrai besoin. Oui, le besoin, il est connu depuis longtemps. Et on répond à quelque chose, quoi. Oui, en fait, dans le profil des personnes qu'on accueille, on n'accueille pas de personnes qui présentent des addictions avec troubles du comportement. Donc, effectivement, dans certains dossiers qui nous sont parvenus, le profil ne correspondait pas tout à fait. Oui, je ne sais plus si tu l'as dit, mais il n'y a personne le soir et il n'y a personne les week-ends. Non, justement, j'y viens. Comment vous êtes organisé pour assurer ce soutien, cet accompagnement aux résidents? Alors, pour l'instant, la présence s'ouvre à 8h et se termine à 17h36, 18h. Ça dépend des besoins. Mais comme là, on est sur une nouvelle équipe, on réécrit le projet, en fait, par rapport à ce qu'il avait été imaginé au départ. Il va falloir constituer la dynamique d'équipe pour pouvoir constituer une nouvelle dynamique de groupe et travailler sur les projets individuels. Donc là, pendant un temps, la maîtresse de maison a été toute seule. Elle a fait énormément de choses, elle a amené énormément de vie. Elle a proposé des sorties, elle a proposé des barbecues, enfin voilà. Au bout d'un moment, elle leur a demandé si ça leur convenait, et finalement, ils lui ont dit lève un peu le pied, parce que là, ça, pour le coup, c'est passé à beaucoup. Donc, c'est tout ça qu'on doit... Le point d'équilibre. Oui. Et le créer du collectif, c'est essentiel, parce que ce sont des personnes qui ont tendance à s'isoler, et c'est un des objectifs principaux de la résidence. Mais à bonne dose. Il faut la trouver. Alors aujourd'hui, il y a une maîtresse de maison et deux étudiants. Alors un étudiant éducateur spécialisé et une étudiante éducatrice technique spécialisée qui est en attente de sa convention. J'attends un message pour me dire, et dès qu'elle l'a, elle peut commencer, donc ça devrait être cette semaine. Et l'idée, c'était de leur proposer également un accompagnement avec un support, un médiateur technique. Et l'intérêt, on avait imaginé tout ça avec l'IRTES, l'intérêt de l'éducatrice ou de l'éducateur technique spécialisé, c'est que lui, il va être là 3 ans. Donc, et l'étudiant éducateur spécialisé, lui, il finit son cursus, sa 3e année. Pardon.
Non, je disais simplement, comment vous le définissez, le support technique? Ce serait la base d'activité Voilà, alors on a imaginé, on a un tas de... On déborde d'imagination, hein, on rêve aussi. On a imaginé que les résidents pourraient retaper les communs, parce qu'ils ont besoin d'un sérieux coup de peinture. On a demandé, il y a une partie jardin juste à côté, donc ça y est, ils sont branchés dessus, il y a ça. On a demandé à récupérer la totalité du terrain, donc il faudrait le tondre, il faudrait s'occuper de ça. On a plein d'idées, mais il faut qu'on négocie ça avec le propriétaire, par contre. C'est un point important, pas de présence de l'équipe le soir et le week-end. Oui. Ben, ça oriente déjà beaucoup la sélection le choix, des personnes. Des résidents. Ouais. Ouais. Et il n'y a pas cette crainte de se retrouver A priori, non, ils ne le manifestent pas et on ne le constate pas, quoi. Et il y a toujours un numéro de téléphone qui est joignable. Et ils ont les consignes du commun des mortels, c'est-à-dire s'il y a un problème, en fonction du problème, ils appellent le 17, le 15, le 115. D'accord. Numéro d'urgence. La municipalité avait plus d'inquiétude justement sur le fait qu'il n'y ait pas de veille ni la nuit ni le week-end, mais on a très peu de problèmes. Vraiment, et les gens savent qui appeler, donc il n'y a pas de souci. Donc ça a apaisé un petit peu les craintes qu'il pouvait y avoir. Les premiers occupants, les premiers résidents sont arrivés en juillet. Ça s'est rempli très rapidement. Oui. Et tous ceux qui sont là aujourd'hui, il n'y en a pas qui sont repartis déjà? Non, pas encore. Pas encore, non, mais non. c'est un souhait que vous avez de leur... Alors c'est l'idée, c'est voilà. l'idée qu'ils aillent vers encore une plus grande autonomie. Après, on met pas de pression par rapport à ça. On accueille les personnes là où elles en sont, et on sait très bien qu'il y a des personnes. La prochaine étape, ce sera peut-être les pattes, quoi. Mais ça a été pensé comme ça. Allez, reprenez le micro, c'est proche. Ou certaines personnes qu'on pensait susceptibles de vivre dans ce dispositif et qui, même si elles sont jeunes, peuvent poser problème. Donc peut-être qu'on reverra un autre projet plus structuré, avec plus d'encadrement. Besoin de plus d'accompagnement. Oui. Mais tout ça, c'est quelque chose qu'on va construire avec la nouvelle équipe. Là. Oui. La première réunion aura lieu la semaine prochaine parce qu'il y avait des vacances. Il y a tout à construire et c'est intéressant. Et une des particularités... C'est un deuxième départ. C'est un deuxième départ, oui, finalement. Oui. Et une des particularités, c'est que c'est rattaché au CMP. Et les deux équipes travaillent de concert. Donc il y a tout ça à construire. Oui. Oui, ce qui n'était pas initialement prévu. Le montage avait été imaginé autrement. Oui, déjà une première main. Faites preuve de... Oui, ça arrive. Voici le micro. Allez, on va... Après, c'est pas parce que c'est vous que... Ah ouais, non, mais vous n'allez pas me le faire, hein. C'était bien la première question. Elle était où? Charles Mirel. Je voulais juste savoir si vous aviez pensé à la notion de bail glissant pour les personnes. Vous parliez d'un dispositif à long terme, d'accueil à long terme. Est-ce que l'idée, c'est de les accompagner, si ça fonctionne bien pour ces personnes-là, de les accompagner vers un autre logement indépendant ou de faire un principe de bail glissant? Ouais. Non, Pour les logements de longue vie, les logements accompagnés. Oui, vous parliez de ça. À ce moment-là, l'association peut proposer effectivement de reprendre un bail comme on a dans nos autres appartements où les gens sont sous-locataires. Et il nous arrive pour ces logements-là, effectivement, de les passer en nom propre quand il n'y a pas de problème particulier. Voilà. Merci, je vais faire court, c'est promis, monsieur Leclerc. Non, je voulais simplement rebondir sur ce que disait monsieur Berthelon et puis
Florence Volin, ainsi que Jean-Pierre. Je crois qu'il faut quand même féliciter les communes, parce que ce n'est pas toutes les communes. C'est grâce à l'appui du Conseil local santé mentale, puisque ce sont des communes qui font partie de ce Conseil local, qu'on a pu, même si, comme disait Florence, et je la remercie, les idées tournaient, hein, bon, les mauvaises fréquentations, les mauvaises idées, tu sais bien, depuis le temps. Mais je pense que c'est quand même important de dire, parce que ce n'est pas toutes les communes qui vont accepter. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours cette image de la santé mentale. Et ça a été une grande première pour moi, puisqu'à Saint-Apollinaire, et dans 2 registres différents, que ce soit Saint-Apollinaire et Longwy, il y avait déjà une base, un terrain, il y a eu des inquiétudes du maire, mais on les a vite dissipées, parce qu'il y avait tout un travail qui se faisait, c'est vrai, dans cette commune depuis pas mal d'années. Mais à Saint-Apollinaire, c'était différent. Et le maire de l'époque, Rémi Delatte, a organisé une réunion grand public, et j'avoue que ça a été une première pour moi, parce que je me suis aperçu que dans le public, les idées sur la santé mentale, c'était une catastrophe. Il y avait bien sûr, c'était pas loin d'une école. Alors qu'est-ce qui allait se passer ? Les pervers sexuels, le gabardine et tout, allaient montrer leurs objets, tout ça. Bon, ça c'est les fantasmes de tout le public. Il y avait à peu près 120 personnes. Hein. Donc il a fallu quand même remettre. Et j'avoue que c'était quand même très intéressant, parce qu'au bout d'un moment, on s'aperçoit que ça concerne tout le monde, la santé mentale, la citoyenneté. Il y avait dans la foule des gens qui avaient des proches qui étaient dépressifs, d'autres qui avaient des problèmes d'addiction. Et ça, c'était très intéressant de voir le changement qu'il y a pu avoir au sein de la population. Et puis, il y a eu aussi après un film qu'on a passé, où là, il fallait chercher des chaises. Ça, c'était dans un deuxième temps, c'était après cette réunion. Et c'est vrai que la population a été particulièrement intéressé. C'est un film qui s'appelle Quand tombent les murs de l'asile, où il y a 3 expériences, Lille, Colchester et puis Trieste, où on voit des intégrations dans la cité. Et c'est un film, alors tout le monde rigole parce que c'est un film que j'en parle souvent, mais ça montre bien comme quoi on peut faire et on peut intégrer les personnes dans la cité. Donc je crois que c'est important de dire qu'il y a quand même des municipalités qui s'intéressent et qui sont prêtes à faire un travail. Et on s'aperçoit que dans les 2 cas, c'est peut-être encore un peu juste au niveau du recul, les choses se passent bien, que les petits-enfants à l'école peuvent être tranquilles. Ils vont à l'école tranquillement. Oui, c'est bien passé. Voilà, pour l'instant, ça va. Autre... oui, là-bas, la main s'est levée. Françoise Voisin, directrice association Boisseau Espérantionne. On a une résidence à Tonnerre, dans l'Yonne. Et je voulais juste dire, elle fonctionne, ça fera 10 ans, en janvier 2019. On n'a pas de veille de nuit. Alors, il faut savoir qu'elle est sur 2 cages d'escalier. Avec le bailleur public, on a travaillé. Donc, c'est pas un îlot. C'est, voilà. Et ça doit servir de cadre, en fait, d'autorégulation, je pense. Donc on n'a pas de problème particulier. C'était pour parler de ce souci-là. Voilà. Et je voudrais juste rajouter, il s'agit d'une utopie concrétisée, parce que c'est un projet qui marche. Ah oui. Si je peux me permettre de répondre sur la question, oui, m'entendez, sur la question de la veille de nuit. Je crois que d'ailleurs le docteur Mirel en a un petit peu parlé, c'était aussi le fait de dire que ça donnait des gages au départ pour le quartier, pour la ville. C'était une demande qui était faite. Nous, en tant que gestionnaire, on a repris cette demande. Mais j'insiste sur le fait que ça n'aurait été que des positions individuelles. Peut-être qu'on ne serait pas allé... Mais après coup, je pense que quand même, il y a eu un effet... pour les résidents, il y a quand même eu un effet rassurant au départ. Ça ne veut pas dire que ça a été utilisé. Si on regardait les statistiques, on est bien d'accord. Mais en attendant, il y a quand même eu cet effet rassurant. Et pour le voisinage, et pour les résidents. Mais bien évidemment, et je vous rejoins complètement, si à un moment donné, la question de l'autonomie veut dire que forcément, bien sûr. Et vous avez raison de relever le principe de l'îlot. La question, c'est que pour ne pas être îlot, il faut arriver à faire du lien, et de manière à ce que ça rentre, les personnes de l'extérieur viennent à l'intérieur, et que les gens de l'extérieur puissent aller... de l'intérieur puissent aller vers l'extérieur. C'est comme ça qu'on cassera un petit peu cette notion d'îlot. Un brassage. Voilà. Avec la cage d'escalier, c'est ce qu'on a. Juste, je voudrais dire, parce qu'on a tous des entrées différentes, la municipalité, nous, on a eu affaire qu'au conseil municipal. On n'a pas fait de réunion. Et alors, ils étaient, comme vous l'avez dit, très effrayés. Et en fait, on s'est installés. Et quelques mois plus tard, 6 ou je sais plus, parce que ça commence à être vieux, on a eu une réunion avec le conseil municipal et il y a des élus qui ne savaient pas qu'on était installés. Donc voilà, on rentre comme on peut, mais on y arrive. Ça, c'est un schéma
idyllique. Autre question sur... Non? Ah, oui, là-bas, c'est là, encore une main. Une main féminine. Levez-vous. Voilà. Prenez le micro et faites partager. Oui, bonjour, Marie-Vonne de l'Étang, de l'UDAF 21. Ce que je retiens ce matin dans la présentation des dispositifs, c'est qu'ils s'adressent à un réel besoin, et certainement que les besoins ne sont pas assez couverts. Et l'autre question, c'est qu'ils s'adressent plutôt à un public stabilisé, en lien avec les soignants. Nous, en tant que mandataires, on est confrontés à des personnes avec des troubles psychiques en rupture de soins. Ouais. Donc souvent sans orientation possible vers ce type de service ou d'établissement. Alors pour ouvrir un peu le débat, pour faire le lien avec ce que disait, j'ai pas retenu son nom, la sociologue Mathilde Sorba. Madame Sorba, pour parler de nos désaccords, est-ce que vos critères d'admission ne sont pas trop stricts et restrictifs par rapport à un public qui n'accède pas à ces dispositifs? Et qu'est-ce qu'on peut proposer aux personnes qui sont en rupture et qui ne sont pas du tout dans ce même contexte? Ça, c'est une vraie question. Madame de l'Étang, oui. Bien évidemment, c'est une question qu'on s'est posée, vous imaginez bien. Puisque les situations, connaissant les travailleurs sociaux, on l'a été nous-mêmes, présentent des situations, effectivement. Je reviens simplement sur le fait que c'était, semble défausser, la commande de départ. Je remarque simplement que... pour le bien-être commun, on va dire, c'est effectivement une condition importante. Et puis, sur mon autre casquette de directeur d'établissement, on vit aussi ce genre de situation avec des personnes où, pour le coup, il n'y a pas de solution. Donc, je veux dire, on n'est pas... Ce débat-là, on le connaît. Il n'est pas nouveau. Moi, je ne peux pas tirer... Alors, je passerai la parole à un Volin, mais je ne connais pas assez les possibilités, ou je les connais trop, mais effectivement, pour le moment, il n'y a pas vraiment de réponse. Je suis d'accord. Voilà. Mais par contre, est-ce qu'il faut condamner cette innovation, ce changement-là, sous prétexte que ça ne peut pas couvrir tous les besoins? Non, je pense pas. Je pense que il y a créé autre chose. Voilà. Quand on parlait de panel de solutions, en voici une. Le reste, voilà. Allez. Ce que je vous propose, c'est qu'avec vous, Pascal Soloni, on va évoquer le ICAR. Vous êtes le directeur de cette résidence ICAR. Dites-nous ce que c'est. Déjà, je voulais dire que, pour répondre au questionnement. Oui, à ce questionnement, je dirais que c'est pour ça aussi que je suis si... je porte beaucoup d'attention à la question du dispositif institutionnel, parce que ça permet aussi d'accueillir des personnes qui sont en très grande difficulté. C'est-à-dire que les personnes qu'on accueille à ICAR, elles ne peuvent pas aller à la résidence accueil, elles ne peuvent pas aller aux appartements, elles peuvent aller nulle part, en gros, à part rester à l'hôpital ou chez les parents. Donc ça suppose des moyens supplémentaires. C'est pas le même coût non plus, évidemment. Et alors pour revenir sur ICAR, je vais faire une présentation assez brève parce que on est une innovation mais qui dure depuis 20 ans, donc on est un petit peu connu. Et puis vous avez dans vos pochettes un dépliant de la résidence ICAR. Je vais en dire quelque chose quand même. D'abord que ICAR est un pur produit de la désinstitutionnalisation. Alors c'est un petit peu paradoxal, je vais y revenir bien sûr, mais si on ouvre le manuel de la désinstitutionnalisation, on coche toutes les rubriques. Auparavant, première chose, je vais quand même dire que c'est un établissement qui a auquel il a fallu, qui a été expérimental pendant 10 ans, qui est financé et autorisé par le conseil départemental de la Côte d'Or. Et je dois dire que le fait peut-être d'avoir été expérimental, ça a fait un lien avec le conseil départemental, et je dois dire qu'il y a une attention à laquelle on est sensible tout au long de notre évolution. Alors, la finalité d'ICAR, c'est au terme d'un séjour de 3 ans environ de s'installer dans un logement ordinaire. Avec toutes ces difficultés au départ, c'est impossible qu'il y a à imaginer même qu'on puisse aller en appartement ordinaire. ICAR n'est pas un foyer. Si vous voulez vous rendre à ICAR et que vous cherchez quelque chose qui ressemble à un établissement, vous ne trouverez pas. ICAR ressemble à une résidence comme les autres, intégrée à son quartier, comme la résidence voisine de l'OPAC ou la résidence privée d'Oxford qui est dans la même rue. Le résident est locataire. Alors, il y a pas mal de similitudes avec la résidence accueil ou les autres dispositifs du point de vue du logement.
Le résident donc est locataire, il paye un loyer. Alors c'est aussi un titre d'occupation. Hein, c'est une convention d'occupation, on dit maintenant apparemment. Le résident est totalement libre de ses allées et venues. Il peut s'absenter, prendre des congés. Il est libre. Il mène une vie la plus normale possible. Il conserve, c'est-à-dire qu'il conserve ses relations familiales, sociales, professionnelles ou personnelles qu'il a établies en dehors d'Icare. Il se rend à ses soins auprès du généraliste ou du spécialiste de son choix. Et dans les spécialistes, il y a prioritairement, bien sûr, le médecin psychiatre, parce qu'Icare n'est pas médicalisé. C'est une volonté, justement, pour ne pas couper cette relation soignante qui est précieuse, qui est avant, pendant et après Icare. Dans ce projet d'autonomie, le résident gère l'intégralité de ses ressources, allocations ou salaires. Ils peuvent parfois travailler aussi. Et il assume, le résident, l'intégralité de ses charges d'entretien et de vie quotidienne. Le séjour à Icare sera marqué par un accompagnement individualisé, par l'occasion de rencontrer les autres, ça c'est important, et de vivre une expérience de vie sociale. D'ailleurs, c'est ça qu'ils viennent chercher. Même si la demande n'est pas forcément explicite de formulée, prime abord, oui, elle n'est pas formulée. Mais au final, avec du recul, ils disent oui. Ils veulent en finir avec l'isolement. Ça, c'est ce qu'ils expriment le plus souvent. L'isolement, c'est pas la solitude, c'est vraiment quelque chose de mortifère. Même si ce n'est pas toujours aussi clairement exprimé, ce que je disais, c'est au bout du compte ce qu'ils valoriseront, la question du rapport aux autres. Mais ça ne va pas de soi, car les forces à l'œuvre dans la psychose, parce que c'est de cela qu'on parle, sont celles de la déliaison. Je vous disais, si vous cherchez un établissement, vous ne le trouverez pas, parce que l'établissement, c'est une donnée administrative, caractérisée par un numéro, le code établissement, une autorisation du président du conseil départemental, une convention d'habilitation à l'aide sociale, et toute la réglementation qui en découle. Le dispositif d'accompagnement, lui, n'est pas déterminé par le code établissement. Les modalités de l'accompagnement sont pensées par rapport à la finalité qui est la réinsertion sociale en milieu ordinaire. Maintenant, je vais revenir sur le thème de désinstitutionnalisation parce que, je l'ai déjà exprimé ce matin, je pense qu'il est employé un peu à tort et à travers. Et du coup, pour dire et redire que Icare déploie un dispositif institutionnel pour accueillir des personnes souffrant de troubles psychiques sévères, j'ai envie de dire. Mais c'est entre nous. J'affirme donc haut et fort qu'Icare est une institution. J'ajoute même que si on vient à Icare, c'est pour bénéficier d'une cure institutionnelle. Les personnes que nous accueillons souffrent de troubles psychiques graves, invalidants, que sont les troubles psychotiques. Qu'est-ce qui fait qu'avec ces difficultés, ces personnes font le choix de venir à Icare? Je le disais tout à l'heure, c'est parce qu'à ce moment-là de leur existence, en tout cas, elles ne peuvent pas vivre ailleurs, tout simplement. J'ai dit toute l'importance de la rencontre et des autres. À partir de là, à Icare, on va donc apprendre à habiter. Habiter, c'est plus que se loger. Être logé, c'est un droit. Mais l'obtention et la garantie d'un droit, ça ne suffit pas à faire une existence. Cette notion d'habiter, c'est un processus qui se conjugue à tous les niveaux, du corps physique jusqu'au social. Du corps, parce que habiter, c'est déjà habiter son corps. L'angoisse de morcellement, propre à la pathologie psychotique, ça ne relève pas uniquement du manuel de psychiatrie, c'est du réel dans la vie quotidienne, c'est quelque chose. Une anecdote, même si j'aime pas trop les anecdotes, parce que ça peut faire un peu caricature, mais quand un résident vous dit le bus c'est angoissant parce que quand j'ai mon bras à côté de mon voisin, je ne sais pas si c'est mon bras est le sien ou son bras, voilà, on peut imaginer, c'est un exemple parmi mille, mais la question du corps. Habiter, c'est se construire des limites, des frontières corporelles, relationnelles et physiques. Et le logement contribue, bien sûr, à faire tout ce travail. Hein. Vous l'avez dit, hein, ma femme le redisait, c'est fondamental. Des frontières, mais assez poreuses, évidemment, pour permettre des passages, pour ne pas être enfermé et isolé. J'aime bien l'idée d'habitat partagé, même si ce n'est pas exactement cela à Icare, mais il y a des espaces en partage. L'architecture de la résidence a été pensée avec des lieux de circulation, de rencontres, d'échanges, formels ou informels. Habiter est un processus complexe qui prend en compte soi-même vis-à-vis d'un environnement architectural, un voisinage immédiat, un quartier, une ville. Vous l'avez bien exprimé. Si c'est si difficile d'habiter et de vivre, c'est parce que la pathologie psychotique détruit les liens, tout type de liens, de soi à soi, de soi aux autres, de soi à son environnement physique, c'est-à-dire dans son être aux autres et au monde. À Icare, nous accueillons les personnes qui sont dans cette difficulté et pour lesquelles l'institution va servir d'enveloppe psychique, de trame relationnelle pour construire un rapport à autrui.
Cet environnement contenant et structurant, il est élaboré à partir des principes de la psychothérapie et de la pédagogie institutionnelle. C'est les références que nous avons choisies, on aurait pu en choisir d'autres. Ce qui compte, c'est d'avoir des références. J'ai pas dit des référentiels. Cette trame relationnelle s'étend au-delà de la résidence, évidemment, et c'est tout l'intérêt. Il y a une 50aine d'anciens résidents qui gravitent autour de la résidence, qui sont membres de l'association du Bistrot d'Icare, ou qui viennent tout simplement même participer aux activités qui sont proposées. Elle intègre cette trame relationnelle, pas seulement bien sûr les anciens résidents, mais évidemment tous les partenaires, puisqu'on travaille exclusivement avec le tissu social extérieur. Et nos partenaires, on les trouve dans des associations amis et partenaires. Par exemple, la question de l'emploi, on ne la traite pas tout seul, on s'adresse à Challenge Emploi. Et puis, tout le dispositif, aussi bien dans le droit commun, évidemment. J'ai parlé ce matin de l'expérience avec Unidom aussi, qui fait partie de ce qui est dans cette trame. Autrement dit, l'institution n'est pas réductible à l'établissement ou à ses murs, et ça c'est fondamental. Alors où va se situer l'innovation demain? C'est un peu la question que je posais. La résidence Icare est une innovation qui a commencé il y a 23 ans, et il y a plus de 40 ans que le foyer de la Bergerie, de la même association. C'est-à-dire des centaines d'hommes et de femmes qui ont bénéficié d'une réinsertion sociale par l'accès à un logement. Donc, je disais, le logement inclusif, c'est pas nouveau, mais le logement inclusif va un petit peu plus loin, c'est-à-dire c'est dans le maintien au logement. Et ça, c'est un souci qu'on partage, bien évidemment, parce que c'est un problème crucial. Et à Icare, on est marqué par cette question de que deviennent nos anciens résidents. Ça tient un moment, ça tient pour certains suffisamment, mais on sait que c'est extrêmement fragile, et on a l'idée que c'est pas seulement que ce qui est important, c'est pas seulement d'aller dans le logement, c'est pas seulement de faire des visites à domicile, c'est de constituer dans la cité des lieux de rencontres, de partage, de coopération. Pascal Soloni, vous m'avez dit au téléphone l'autre jour, le lien social, c'est notre obsession. Oui, on tisse. Non, mais Icare est une machine à tisser, un métier à tisser. Oui, parce que l'œuvre de la psychose, c'est vraiment cette œuvre mortifère de détruire le lien à tous les niveaux. Et je crois que si on retire le personnel, à un moment donné, ça meurt. C'est-à-dire que c'est une œuvre... Alors là, on peut évoquer Sisyphe. Parce que c'est une œuvre incessante de tisser, de maintenir ce lien. On est d'accord, bon, c'est bon, il y a cohérence. Alors, la psychothérapie et la pédagogie institutionnelle sont des innovations qui ont plus de 70 ans et qui continuent de nous questionner. Autant vous dire que la novlangue convient assez peu pour définir notre projet. Pour autant, nous ne sommes pas évidemment contre le progrès, mais là où on parle d'empowerment, nous parlons d'émancipation. J'aime beaucoup ce terme. Là où l'individu est glorifié, nous cultivons la dimension de l'autre et de la rencontre. Nous pensons que la capacité à vivre seul dépend d'abord de la capacité à vivre ensemble. Là où on parle de désinstitutionnalisation, nous revendiquons de réinstitutionnaliser. Et là, j'emprunte une expression de Marcel Gaucher dans un entretien dans Le Monde avec Mérieux, je crois, qui parlait de l'école et qui disait il est urgent de réinstitutionnaliser l'école, avec la même idée de ce qu'est l'institution. Parce que pour moi, désinstitutionnalisation rime avec déshumanisation. L'institution, c'est l'œuvre de civilisation d'un établissement ou d'un service, d'ailleurs. L'institution nous permet de nous humaniser ensemble. J'insiste sur ensemble parce que l'humanité, c'est pas quelque chose que j'aurai en trop et que je déverserai sur celui qui serait en manque. C'est pas un bien ou un service à dispenser. L'humanité, elle est en partage et on la fait grandir ensemble. On ne peut être humain que ensemble, et pour moi, c'est ça le travail institutionnel. Alors, à quoi tient le progrès? À mon avis, il tient d'abord à une mise en pensée, avec des repères théoriques plutôt qu'avec des outils. C'est bien les outils, mais d'abord des repères théoriques. Avec des références plutôt qu'avec des référentiels. Parce que l'institution, ça ne va pas de soi, ça se travaille autant qu'elle nous travaille. L'institution n'est ni bonne ni mauvaise a priori. Elle peut être névrosée, psychotique ou perverse. La famille est une institution. Elle fait ce qu'elle peut pour accomplir, elle aussi, son œuvre émancipatrice, mais elle peut être aliénante, comme toute institution à la dérive.
Penser l'institution est un acte de résistance. Résistance à la technocratie et la bureaucratie, c'est-à-dire au risque de la perte de sens et au risque de la montée de l'insignifiance, vieille formule qui n'est pas de moi. Ajoutez à cela une négation de l'histoire et de la culture du social et du médico-social, et on assiste à une forme de totalitarisme qui percole lentement mais sûrement quand les procédures prennent le pas sur les processus, quand les outils servent de référence. Quand on entend une brève de comptoir du type, je cite, « Il n'existe pas de bons établissements dans la mesure où tout s'impose un mode de vie donné qui entrave la capacité de l'individu à mener une vie décente sur la base de l'égalité avec les autres », fin de citation, ça peut faire sourire si c'est au bistrot, sauf que là, c'est les observations préliminaires de la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits des personnes handicapées. Il y a quelque chose d'outrancier dans cette formule et qui est désobligeant. Pour nous qui travaillons et réfléchissons, nous, secteur médico-social, mais pas que, depuis longtemps à la question de l'émancipation. Voilà pourquoi je pense qu'il est impérieux que le travail d'institutionnalisation accompagne nos innovations dans un souci d'émancipation individuelle et collective. Parce que la société inclusive, il faut la rêver, mais a priori, ça ne va pas de soi non plus. Et j'imagine que vous voyez bien ce que je veux dire, mais c'est un autre débat. Merci. Merci à vous. Alors, s'il y a une question, on la prend. S'il y en a deux, on les prend, mais pas plus, parce que c'était dense, c'était très dense, très intéressant, mais cet après-midi, il y a encore, et vu le temps dont nous disposons pour nous sustenter et bavarder, je prends avec plaisir, et vous prenez avec plaisir, une question. Oui. Eh bien, il est 12h30. Merci à vous quatre. Merci.